Après avoir enregistré près de 36 minutes de vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais pas allumé le micro, ce qui explique le son pourri de cette prochaine vidéo. Bon visionnage! Salut tout le monde, c'est Sam Red Shoes et vous regardez la vidéo des résultats de WWE Extreme Rules et il va y avoir plein d'autres choses tant que j'y suis, entre autres parce que j'ai pensé drôle, je vais parler de 2-3 petits détails qui sont arrivés ces dernières semaines, mais j'y reviendrai plus tard. Cette vidéo arrive de manière un peu tardive parce que en fait j'ai eu un lundi et un mardi assez compliqués. Si on met le week-end dedans, enfin bref, c'était un bordel, ce qui a fait que j'ai pas pris de notes pour Extreme Rules. Je l'ai quand même regardé dans un état de fatigue assez important, mais je l'ai regardé, mais j'ai pas pris de notes. Donc je vous prie de m'excuser d'avance si j'ai pas quelque chose de plus de plus fourni, je veux dire en termes d'explication. Je vais essayer de me remémorer un petit peu ce qui s'est passé pendant les matchs. Et vu le point auquel j'en étais, je me suis dit que j'allais faire un petit point pour Raw parce qu'il s'en est passé des choses lundi soir. Et même mardi, j'ai pas eu beaucoup de temps. Là, j'en ai un petit peu. On est mercredi, le 25 mai. Donc, j'en profite et je vais attaquer tout de suite donc avec Extreme Rules. Alors, ce que je peux dire, c'est que ce pay-per-view était pas plus mal. Enfin, pas trop mal, on va dire. Après, comme je disais, la carte était pas énormissime, mais il y a eu quand même de quoi faire du pas mal. On a attaqué avec Baron Corbin contre Dolph Ziggler dans un match sans disqualification. Alors ce que j'ai trouvé dommage, c'est que la stipulation n'a pas été énormément exploitée. Parce qu'il faut savoir que ce qui a permis à Baron Corbin de gagner, c'est un coup dans les boules de Dolph Ziggler. Et c'est la seule fois où les règles classiques du catch ont été enfreintes, si on veut. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Bon, après, ce qui nous a permis facilement de deviner que cette rivalité allait continuer entre Dolph Ziggler et Baron Corbin. On n'a pas vu grand chose de nouveau de la part des deux catcheurs. C'était un match correct, je veux dire sans plus. C'était du pré-show, fallait pas s'attendre à un gros truc énormissime dès le début. Mais voilà, la stipulation avait soit pas lieu d'être, soit aurait dû être mieux exploitée, parce que si c'est juste un coup dans les boules, ça sert à rien de nous vendre un petit peu un match sans disqualification pour en arriver à ça. Donc du coup pas pris de notes, ce qui signifie que j'ai pas de notes à noter, donc je vais les noter là dans ma tête de ce que je me rappelle, ou peut-être pas. Je vais pas noter, je vais pas mettre de notes parce que j'aurais pas vu que je vais pas mettre de voilà, j'ai pas ça va me faire dire note à chaque fois. Je vais pas mettre de notes sur 5 parce que je n'ai pas pris de notes écrites pendant le match, donc je n'ai pas de quoi me rappeler ce que j'ai fait. J'ai du mal à me rappeler les matchs et j'ai pas envie de me refaire sur le show pour avoir un avis un peu plus positif, enfin un peu plus carré quoi. Donc je vais pas mettre de notes. Ce match était sympa, voilà, sans plus. C'était un genre de match qu'on pourrait avoir en fin de show hebdomadaire à Raw ou à SmackDown, mais sans plus. De mémoire, pendant le pré-show, on a eu les questions Twitter avec Rusev et Lana. Lana qui est insupportable. De toute façon, je ne peux plus la voir. Mais ça, ce ne sont que mes goûts personnels. Parce que c'est elle qui a flingué, apparemment, de ce qu'on m'a dit, la rivalité avec Dolph Ziggler. Et moi, je trouve ça pas normal que quand on se lance dans une compagnie de catch avec certes un pervers comme patron, mais d'un moment quand tu te lances dans un, c'est comme de jouer dans une série quoi. Je veux dire, faut rentrer dans le jeu et puis pas retourner en arrière quoi. Donc enfin bref, ça ce n'est que mes goûts personnels, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. On n'a pas appris grand chose comme d'habitude dans ces questions-là, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Puis, chose intéressante, dans le panel du kick-off, là, donc Renee Young, Booker T, Byron Saxton, et enfin toute la clique, on a eu Paige et Becky Lynch qui sont passés aussi faire un petit pronostic par rapport au match de Charlotte et de Natalia. C'est pas mal d'avoir des superstars comme ça et je trouve que ça a même plus d'intérêt d'avoir mais si bon encore une fois c'est dans la storyline du truc, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais ça rajoute un peu d'intérêt au kick-off
un minimum, quoi. Donc voilà. Le show, on a attaqué avec le club, donc Karl Anderson et Luke Gallows. Face aux Usos dans un match Tornado Tag Team. Ça, c'est une bonne chose parce que c'est une stipulation que j'aime particulièrement, mais qu'on ne voit que très peu. Tornado Tag Team, c'est-à-dire que les 4 hommes étaient sur le ring en même temps, donc il n'y a pas de tag, et c'est le premier qui fait un tombé sur l'autre qui a gagné. Donc c'est Karl Anderson et Luke Gallows qui ont gagné. Ce qui en soi me semblait logique vu que je voyais Roman Reigns gagner en fin de pay-per-view, on va pas faire gagner tout le club d'un coup. Ni gagner tous les Usos. Quoi d'autre Qu'est-ce que je peux dire sur ce match-là Il y a une stipulation qui serait cool à utiliser, c'est un Steel Cage Tornado Tag Team. Ça permettrait d'avoir des issues de match très intéressantes. Je l'ai peut-être déjà dit ça. Mais bref, j'ai pas grand chose à dire sur ce match-là. C'est vrai que le set move des Usos, plus on les voit, plus il paraît court en fait. Ils ont pas grand chose à nous mettre sous la dent. De l'autre côté, Luke Gallows et Karl Anderson sont pas excessivement populaires, excessivement charismatiques. Donc c'est un match qui est assez compliqué à accrocher. Après, il n'y a eu pas énormément de ratés, donc je vais dire que c'était un petit peu comme Baron Corbin et Dolph Ziggler, c'était un match assez classique qui a duré 8 minutes et c'était pas plus mal parce que ça suffisait pour lancer le show. Et puis je vais enchaîner avec le match pour le titre des États-Unis, donc Kalisto, le champion qui affrontait Rusev. Pas de stipulation pour ce match-là, de toute façon ça ne servait pas à grand chose puisque c'était super logique de voir que Rusev allait regagner le titre face à Kalisto. Le match a été moins squashé que ce que j'imaginais, on a eu 2-3 trucs par-ci par-là, c'est quand même en majorité Rusev qui a été le dominant. Et puis donc c'est lui qui a gagné par soumission après il a été mis pas mal KO plusieurs fois, Kalisto, et les arbitres sont même venus vérifier l'état physique de Kalisto, et Rusev en avait strictement rien à foutre. L'a prié, il l'a tordu dans tous les sens pour le faire abandonner. Donc nouveau champion des États-Unis, Rusev. Match qui a duré un tout petit peu moins de 10 minutes. Encore une fois, pas énormissime. Et puis après une fois il y avait une certaine logique, donc c'est comme de déballer un cadeau en sachant ce qu'il y a dedans, donc voilà. Pour l'instant c'était assez niveau de la qualité des matchs et du catch qu'on nous proposait, c'est assez standard on va dire et régulier. Donc il n'y a pas énormément de choses à se mettre là-dedans. D'un autre côté on n'a pas de quoi être trop déçu. Et donc je vais continuer avec le reste du show. Le New Day qui affrontait les Vaudevillains pour le titre WWE Tag Team. Donc c'était Big E et Xavier Woods qui affrontaient Aiden English et Simon Gotch. Et ce match était cool. Voilà, pour une fois, non c'est pas vrai parce que The New Day ils ont des hauts et des bas. Mais là ce match-là était vraiment pas mal. Pour l'instant c'est celui des 4 premiers matchs qu'on a eu dès le début d'Extreme Brawl, c'est celui qui était le plus intéressant. Un chouïa trop court, 6 minutes 20. Donc c'est la seule chose qu'on pourrait éventuellement reprocher à ce match-là, mais il y a eu 2-3 bonnes choses par-ci par-là. Majoritairement quand même à l'avantage des New Day pendant le match, donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Par contre, j'aurais quand même aimé que les Vaudevillains, vu qu'ils ont vraiment du talent, il y a quelque chose à exploiter sur ce qu'ils font. J'aurais bien aimé que ce soit eux qui passent champion par équipe, même si c'est juste pour une semaine. Ça aurait été intéressant de continuer à jouer sur cette rivalité. Ça marchait pas mal. Parce qu'au bout d'un moment, les New Day en champion risquent d'en avoir marre. Ils risquent de faire un heel turn assez niveau du public, quoi. C'est le public qui en aura marre et qui va le montrer en huant. J'ai peur que ça arrive, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça va me permettre d'enchaîner avec ce que je pense être le match de la soirée, si ce n'est le match de l'année, auquel je mettrais même de mémoire 5 sur 5, parce qu'il est, peut-être pas 5 sur 5, mais 4,5, 4,75, voilà, 4,90. C'était le match pour le titre intercontinental en Fatal 4-Way, donc avec le Miz, qui affrontait Cesaro, Kevin Owens et Sami Zayn. Énormément de pop pendant ce match-là. Et là, pour le coup, j'ai des souvenirs. Donc, mine de rien,
si j'ai des souvenirs de ce match-là et pas d'autres, c'est que celui-là m'a le plus marqué. Je prends comme exemple, les 4 catcheurs sont sur le ring, sont rentrés, chacun dans un coin. La cloche elle sonne et direct Sami Zayn qui va foutre un Helluva Kick à Kevin Owens qui reste KO pendant les 3-4 premières minutes du match. Et ça a choqué tout le monde et c'était juste génial. Le premier mouvement, genre 2 secondes de match et c'est déjà super bien. Donc, pour commencer ce match-là, il y avait vraiment rien de tel. Et après, bah, ça s'est enchaîné avec des prises de partout. On a eu le droit à des passages entre Cesaro et Sami Zayn qui étaient vraiment exceptionnels. Parce que, je vous l'ai déjà dit, ces catcheurs-là ont vraiment un pédigré parfait. Et c'était très très agréable à regarder. Euh, et je vous invite vraiment, s'il y a un match que vous devriez revoir, si vous aimez les Fatal 4-Way, c'est vraiment celui-là parce qu'il vaut vraiment le coup. Il a duré une vingtaine de minutes et du coup on s'est pas ennuyé une seconde. Et la fin, bah, ça volait de partout. On savait plus où donner de la tête, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a eu des prises de finition détombées et il y avait quelqu'un qui empêchait le tombé de se terminer à 3, donc ça venait de partout. Ils ont tous eu un moment où on a cru qu'ils allaient devenir champions. Et finalement, c'est le Miz qui a conservé le titre. Ce que je trouve pas mal, même si c'est vrai qu'après ce match-là, ça aurait mérité un changement de titre parce que c'était vraiment génial. Grosse perf des 4 bonhommes. Et bah, bizarrement, celui qui a eu de mémoire, celui qui a le moins grosse perf, ça reste le Miz. Mais Kevin Owens, Sami Zayn et Cesaro ont fait un match vraiment dantesque. Je vous invite à le revoir encore une fois. Et donc voilà. 4,5, 4,75, 4,90, 4,99, même 5, mais ce match-là était vraiment super. Voilà. Encore une fois, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de changement de titre. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je vais enchaîner avec le match Asylum. Donc c'était Dean Ambrose contre Chris Jericho. Alors j'avais un petit peu peur, comme je l'avais dit dans ma vidéo de prédiction, que ce match soit un espèce de reflet de ce qu'on a eu en Street Fight à WrestleMania entre Lesnar et Dean Ambrose. Et bah pas tellement en fait au final, c'était même beaucoup plus agréable à regarder. Tous les objets qui étaient aux abords du ring ont été utilisés, donc il faut savoir qu'il y avait un balai, une serpillière avec un seau, il y avait une espèce de strap, une lanière pour attacher les fous, il y avait une camisole, il y a eu une espèce de grosse poutre, une petite poutre en bois entourée de barbelés. Un bâton de kendo, ce qui ça est tout à fait logique, un extincteur, une plante. Ah non, la plante c'est la seule chose qui n'a pas été utilisée bizarrement. Mais voilà, tout ça a été utilisé, en commençant par le balai brosse, enfin la serpillière, ce qui était assez marrant. Le problème de ces matchs-là, c'est que c'est assez long, dans le sens où les catcheurs prennent beaucoup de temps pour se reposer entre les coups. C'est-à-dire on peut avoir 30 secondes d'animation et derrière une minute de repos, de récupération. Donc c'est vrai qu'on a un match assez haché et saccadé. Donc c'est un petit peu le revers de la médaille quand on a des matchs en steel cage ou en Hell in a Cell. C'est la lenteur de ce genre de choses là. Alors c'est pour ça que quand il y a plusieurs catcheurs ça permet d'améliorer un peu la chose, mais quand tu as vraiment un contre un en steel cage ou en Asylum comme c'était le cas, ça peut être assez ralenti. Par contre là où le match a marqué quelques points, c'est qu'à un moment donné, donc Dean Ambrose part récupérer un seau, donc un seau en plastique, rouge, gros, comme ça. Et je me suis dit, ça a été le dernier objet qui restait là-haut avec la plante. Je me suis dit, il va quand même pas taper Chris Jericho avec un seau en plastique. Dedans, il sort une sacoche toute noire. Il la renverse et puis des milliers de punaises étalées sur un coin de ring. Et au regard effrayé de Chris Jericho. Donc, on a tous eu des mémoires de certains matchs entre Mick Foley et Randy Orton par exemple. Je vous laisserai vérifier par vous-même. Et au final, c'est Chris Jericho qui s'est fait contrer un code breaker et qui a fini le dos et le bras empalés sur des milliers de punaises. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite pause sur ça pour vous dire que j'ai désormais encore plus de respect pour Chris Jericho à l'âge qu'il a, de mettre
son corps en avant et de le faire souffrir et de se planter des centaines de... Voilà, à 45 ans, Chris Jericho, il a son corps criblé de punaises et faire ça juste au nom du divertissement pour les fans, je trouve que c'est vraiment honorable de ça. Enfin, honorable. Ça force le respect, la folie aussi un petit peu, hein, faut dire ce qui est. Euh, mais je trouve ça vraiment fou de sa part qu'il ait accepté de faire ça. Et donc, c'est d'ailleurs le sentiment général qu'il y a eu sur Facebook. Parce que j'en ai profité pour lire un petit peu les commentaires en direct. Et le sentiment général du public américain, c'était bravo à Chris Jericho d'avoir d'avoir permis à Dean Ambrose de foutre son propre corps dans des punaises. Et donc ça a enchaîné comme ça avec un espèce donc avec un DDT, enfin le DDT de Dean Ambrose. Et puis donc victoire de Dean Ambrose sur Chris Jericho. Voilà. Mais encore une fois, c'était un match qui a du mal à démarrer et voilà, dès qu'il y a les objets qui rentrent, ça devient un peu plus intéressant. On a eu des matchs plus intéressants en steel cage, mais je pense que cette stipulation mérite d'être réutilisée avec changement d'objet par-ci par-là. Arrête de foutre la merde, Sharon! C'est mon lapin, il fait n'importe quoi. Et donc voilà. Ça me permet d'enchaîner avec l'avant-dernier match, Charlotte contre Natalya pour le titre des femmes. À savoir que Ric Flair était banni des abords du ring. Alors après le match qu'on a eu à Payback, on pouvait s'attendre à mieux. Ça aurait été difficile de s'attendre à mieux que le match qu'on a eu face à Sasha Banks et Becky Lynch à WrestleMania, qui était pour moi, encore une fois, je le redis, le meilleur match de WrestleMania cette année. Donc, un match qui a duré... Ah oui, au fait, tant que j'y suis, Dean Ambrose, Chris Jericho, ça a duré 26 minutes. Alors ça aussi, ça a joué dans le fait qu'on a trouvé le match long. Peut-être 2-3 minutes en moins, ça aurait été un petit peu plus même, ça aurait pas été de refus. Je vais revenir à Charlotte contre Natalya. Pas énorme à se mettre sous la dent. C'était un match à soumission, donc on avait un petit peu plus de prise de soumission par-ci par-là. On a forcément eu droit à une botch ou deux de la part de Natalya qui voulait absolument tenter un tombé, mais ça c'est le réflexe de faire des matchs classiques et ça aurait pu arriver à n'importe qui. De mémoire, à un moment donné, on entend la musique de Ric Flair retentir, et puis c'est Dana Brooke qui arrive déguisée en Ric Flair, ce qui permet de distraire Natalya. Juste derrière, Charlotte pose son figure 8 et fait abandonner Natalya, et donc victoire par soumission de Charlotte. Donc ça me fait me poser des questions. Dana Brooke qui se rajoute dans l'eau, est-ce que ça va encore durer avec Natalya? Le match en soi était vraiment pas énorme, pas beaucoup de ratés, mais voilà, il n'y a pas eu énormément à se mettre sous la dent. On sent que le public était à moitié dedans, et puis on a ce côté dégressif parce qu'il faut savoir qu'on a enchaîné avec un match pour le titre intercontinental qui était énormissime, un très bon match Asylum derrière, et puis le titre des Divas juste derrière. Il fallait vraiment qu'elle nous sorte un gros truc pour accrocher les gens, sachant le main event qui nous restait avec Roman Reigns qui, je ne veux pas vous l'apprendre, n'enchante pas grand monde. Donc, sans plus, ce match de Diva, pour le titre des femmes, pardon, qui a duré 9 minutes 30, et ça suffisait amplement. J'ai pas énormément de choses à redire sur ce match-là. Je me rappelle déjà de l'issue, c'est une bonne chose. donc voilà. Je vais terminer donc avec le main event. Roman Reigns contre AJ Styles pour le titre WWE poids lourd dans un match Extreme Rules. Ce match était plutôt pas mal. On a eu des chants assez intéressants parce que des chants Roman sucks ou You can't wrestle, et dès qu'il sortait un mouvement assez sympathique, les gens lui disaient You still suck, ce qui veut dire tu crains quand même, quoi, de toute façon. Et donc c'était rigolo. Mais encore une fois, c'est AJ Styles qui a porté le match sur ses épaules, et c'est le souci des combats avec Roman Reigns, qu'il a un set move trop petit. Mais ça fait des mois et des mois que tout le monde le dit, tout le monde l'écrit sur les commentaires de Facebook de la WWE.
Donc voilà, le match c'était pas énormissime non plus. Le fait que ce soit un Extreme Rules, eh ben, ça a permis à 2-3 chaises de venir. Ça a permis aussi bah, forcément à Luke Gallows et Usos de se pointer derrière aussi. C'est parti en couille de tous les côtés. Et j'ai même, voilà, par contre, c'est vrai que la fin m'a même réussi à me faire sauter de mon canapé. Et à 5h du matin, faut le faire. J'ai même cru à une victoire d'AJ Styles hein, parce que la fin était plutôt intéressante. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut rajouter par rapport au match de Payback, c'est qu'on avait une fin vraiment pas mal. Même si au final c'est Roman Reigns qui a gagné sa victoire, en fait les 5 secondes avant que ça arrive, on le voyait. AJ Styles qui avait tenté son Phenomenal Forearm, et puis c'est Roman Reigns qui a contré avec un spear en plein air. Et donc victoire en 2-3, et Roman Reigns reprend une célébration. Un seul coup il se fait agresser, et puis qui c'est qui est derrière lui? C'est Seth Rollins qui est de retour, et du coup j'étais trop content. Du coup j'ai sauté de mon canapé en étant assis, parce que j'étais content, mais parce que ma copine dormait au-dessus. Donc, mais c'était trop bien, parce que Seth Rollins on l'attendait pas avant SummerSlam, ou quelque chose du genre, hein, Money in the Bank. Il s'est blessé en octobre. Il s'est fait à peu près la même blessure que je me suis faite il y a 2 semaines et demie, le ligament croisé. Donc voilà. Mais c'est une très bonne chose parce que il nous manquait des catcheurs comme ça pour redonner envie. J'ai envie que Seth Rollins reprenne son titre WWE. Je ne peux plus de Roman Reigns, j'en ai marre. Ça a mis du temps, mais ça y est, j'en ai enfin marre. donc voilà. Je me permets juste de noter un truc pour la fin de la vidéo. Je vous en parlerai après. En ce qui concerne Extreme Rules, un show pas si mal au final. Le match pour le match pour le titre intercontinental était vraiment cool. Le match Asylum était sympa aussi. Cette fin de match pour le titre WWE valait quand même le coup. On dira ce qu'on voudra. Ça mérite quand même un deuxième visionnage de ma part pour confirmer mes dires. Mais voilà. J'en ai terminé avec Extreme Rules. Donc, mardi matin, l'empereur, sa femme et non, c'est pas ça. J'ai regardé donc Raw, et donc je vais vous ressortir quelques points que j'ai notés. Ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, Seth Rollins qui est de retour, c'était le premier à prendre la parole dès le début du show. Il est toujours il parce qu'il le veut bien. Il est arrivé sur scène en se faisant acclamer de tous les côtés, en demandant au public s'ils l'ont manqué, puis il disait qu'après il s'est mis à dire que le public n'a jamais été là quand il a gagné le titre et que machin, et qu'ils l'ont hué, donc il s'en fout. Il reste de son côté. Et puis vers la fin de la vidéo, Shane McMahon est arrivé avec Roman Reigns, ou c'est Roman Reigns qui est d'abord arrivé, et puis Shane McMahon, et puis voilà. Et donc apparemment, Roman Reigns et Seth Rollins sont prévus de s'affronter à Money in the Bank pour le titre WWE poids lourd. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vite fait confirmer ça, parce que voilà, c'est confirmé. Donc un match en simple, Roman Reigns contre Seth Rollins, qui est une très bonne chose. Parce que il est vrai que Seth Rollins, quand il s'est blessé face à Kane au mois d'octobre, en fait, il était obligé de rendre son titre WWE, il ne l'a jamais perdu. C'est la phrase clé dont il sert pour se défendre en disant qu'il veut récupérer son titre qui est à lui. Et donc, le fait que ce match soit déjà booké, ça va permettre une bonne construction jusqu'à Money in the Bank, qui aura lieu donc le 19, donc dans moins d'un mois. Deuxième point, pas de vaudevillains le lendemain, donc c'est-à-dire que on a eu un passage avec les New Day qui fêtait en même temps le 1200e épisode de Raw. Et je m'attendais à un éventuel passage des vaudevillains, et en fait ce sont les Social Outcasts qui sont arrivés sans Adam Rose, mais ça je vais en parler plus tard. Donc apparemment les vaudevillains sont repartis à l'arrière de la queue pour le titre par équipe. Je trouve ça extrêmement dommage. Voilà, encore une fois, d'avoir fait tout de la part du vaudevillains, d'avoir gagné le tournoi pour être numéro 1, prétendant numéro 1 au titre par équipe, de perdre une fois le match
et puis de repartir en arrière, et puis on sait pas, j'ai pas envie que ça devienne des jobbers, parce que ce serait dommage, ils ont un gimmick qui est assez intéressant, c'est pas du goût de tout le monde, mais c'est du mien. Donc c'est les Social Outcasts. Alors j'espère que c'était juste momentané, parce que si les Social Outcasts passent juste après les Vaudevillains, je l'aurais vraiment mauvaise en ce qui concerne le titre titre par équipe. J'ai plus de salive dans la bouche. Dolph Ziggler et Baron Corbin se sont raffrontés face à face en backstage. Donc ils ont discuté ensemble. Et apparemment ils vont avoir ce qu'ils appellent un Technical Wrestling Match. Donc un match de catch technique. La semaine prochaine à Raw. Alors je ne sais pas du tout en quoi ça consiste. Est-ce que ça va être de la lutte au sol ou autre chose? J'en sais rien. Ou ça va être que des prises, ou il va pas y avoir de prise aérienne. Je sais pas du tout. J'espère juste que ce sera pas le point final. Que ça se terminera pas juste avec un match. Parce que voilà, au final, ça va faire presque 2 mois que ça dure depuis le lendemain de WrestleMania que ces deux mecs-là peuvent pas se voir. Et pour faire terminer ça comme ça, c'est un peu trop facile à mon goût. Mais bon, j'ai hâte quand même de voir ce que ce match Technical Wrestling va donner. Enzo Amore qui est de retour, 4ème point. Donc cette feud entre Enzo et Cass face aux Dudley Boys va enfin pouvoir être vraiment mise en place. Colin Cassidy s'est bien débrouillé pour faire ça tout seul sur ses petites épaules pendant 3-4 semaines. C'est pas plus mal que qu'Enzo Amore soit de retour. Enfin, c'est d'ailleurs super parce qu'on était tous contents qu'il revienne. Donc voilà, certainement un match à Money in the Bank, juste comme ça. Et après voilà, vraiment j'ai hâte de voir ce que ce match va vraiment nous donner en pay-per-view. J'espère qu'Enzo ne va pas se reblesser, de toute façon on l'espère tous. Mais c'est une bonne chose qu'Enzo Amore soit de retour. Ensuite, AJ Styles qui se sépare de Karl Anderson et Luke Gallows, donc le club c'est fini. Je m'attendais en ayant cliqué sur la vidéo que ça se mette sur la gueule, et bah pas du tout. Luke Gallows et Karl Anderson avaient complètement les boules et ils lui ont dit c'est dégueulasse ce que tu nous es en train de faire, on n'est même plus frères, on n'est même plus amis, ni rien. Ils se sont tirés du ring et ça s'est arrêté là. Alors AJ Styles, tant qu'on en parle, ça fait 2 fois de suite qu'il est pour le titre WWE poids lourd. Il va peut-être partir sur une autre rivalité. De toute façon, c'était ce que j'avais à peu près prédit. Il y a beaucoup d'idées qui me viennent en tête en ce qui concerne AJ Styles. Je vais voir d'abord ce que propose la WWE. En parlant de séparation, Charlotte qui se sépare de son père Ric Flair, mais par contre qui reste avec Dana Brooke. Alors, le fait qu'elle se sépare de Ric Flair, c'était une très très bonne chose parce que Ric Flair n'était plus qu'un boulet pour sa fille. Est-ce que ça aurait presque... Je pensais qu'elle allait en profiter pour faire un face turn, mais le fait qu'il reste avec Dana Brooke, bah voilà, ça reste où ça en est. Qu'est-ce qu'on peut dire quoi? D'ailleurs, ça me permet de dire qu'il n'y a pas eu de Natalia, il n'y a pas eu de challengeuse numéro 1, ça s'est resté concentré sur Charlotte Raw. Donc voilà, on va certainement avoir Dana Brooke comme manageuse, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Ric Flair s'est fait méchamment jeter par sa fille, et il était en pleurs et tout ça. C'était d'ailleurs difficile leur passage ensemble. On voit qu'il y a des moments où Charlotte a eu du mal à pas sortir de l'arme, parce que vraiment Ric Flair il a joué ça super bien, parce que bon, forcément ils s'aiment toujours avec son papa et Fifi, donc voilà. Mais c'était une scène qui devait être difficile à faire au milieu du ring, donc voilà. Ça me permet d'arriver sur mon dernier point. On a déjà des qualifiés pour le match Money in the Bank, donc qui aura lieu, je vous le répète, à Paradise, une ville qui s'appelle Paradise au Nevada, donc le 19 juin. Et donc on a déjà 4 premiers qualifiés, à savoir Kevin Owens qui s'est qualifié face à AJ Styles, donc on a eu des matchs toute la soirée. Cesaro qui s'est qualifié face au Miz, Dean Ambrose qui s'est qualifié face à Dolph Ziggler, et Chris Jericho qui s'est qualifié face à Apollo Crews. Donc pour l'instant on a 4 noms, il devrait y en avoir 2 ou 3 autres qui devraient arriver. D'ailleurs Apollo Crews, dernier petit point, il s'est fait attaquer par Sheamus en début de show, comme ça, gratuitement. Donc peut-être un petit début de rivalité pour Apollo Crews, ce serait pas mal maintenant qu'il a fait 2-3 matchs par-ci par-là pour se présenter, avoir une rivalité, quelque chose à se mettre sous la dent, et ça ne peut qu'être bien. Je sais pas si Sheamus est le choix le plus judicieux,
J'aurais plutôt préféré, je sais pas, qui c'est qui aurait pu avoir d'intéressant. Non, bah écoutez, j'ai pas de nom qui me vient en tête comme ça, mais c'est plutôt pas mal. Le Miss, par exemple, ça aurait pu être sympa. Euh, donc, eh ben, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'ai noté à Raw. Ça me permet de revenir sur un point qui me chagrine un petit peu. Vous avez certainement dû vous rendre compte, si vous suivez la WWE de près, qu'elle a fait un espèce de gros tri en ce qui concerne les catcheurs qu'elle avait. Il y a énormément de renvois, enfin voilà, c'est pas des renvois, mais c'est juste le fin de contrat. Et il y a énormément de catcheurs qui ont été relâchés, donc je me dois de faire un petit point et de vous donner mon avis parce que j'ai envie, parce que ça commence un peu à me gonfler. Sylvester Lefort, alors, il y en a plein, hein, mais je vous donne que les plus connus. Sylvester Lefort, c'est le seul catcheur français qu'il y avait à la WWE, donc il était à la NXT. Pas eu plus de nouvelles que ça. Daniel Bryan, bon ça vous le saviez. Brie Bella qui en a profité pour prendre sa retraite. Pour rester avec Daniel Bryan, donc ça c'était le soir de WrestleMania. Ah oui, donc ensuite on a eu tout un pack complet, donc à savoir Hans Hugel. Bon, Hans Hugel, à part les matchs qu'il a eu face à El Torito, qui a d'ailleurs aussi été viré, hein, donc c'était il y a un an ou deux. Il servait plus à grand chose. Il a eu ses moments où il était le petit léprechaun planqué sous le ring, où il était avec sa marmite remplie d'or et tout ça, machin, mais où il était muet. Et depuis qu'il parle, il sert plus vraiment à grand chose. Et puis c'est pas sur un ring de catch qu'il est le plus intéressant à regarder. El Torito, donc pareil. De toute façon, le gimmick de Los Matadores est terminé, donc ça ne servait plus à rien. Alex Riley, qui lui était passé à NXT, qui était commentateur, tantôt catcheur, il avait du talent et apparemment, j'ai cru comprendre que ce talent avait disparu. C'est pas un catcheur qui va me manquer énormément, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Zeb Colter, ça je trouve ça un petit peu dommage de l'avoir fait revenir avec Alberto Del Rio pour ne serait-ce qu'un mois. Et puis finalement de se tirer. Il est quand même intéressant au micro, même si c'est vrai qu'il a complètement retourné sa veste entre ce qu'il faisait avec Jack Swagger et ce qu'il faisait avec Del Rio. Mais bon voilà, c'est pas ce qui me chagrine le plus. Cameron, alors ça c'est une bonne chose parce que Cameron c'est une merde, je ne peux pas la voir. De toute façon, elle n'a eu aucun match durant l'année 2015 pratiquement. En tout cas pas dans le roster principal. Tout le monde s'en fout. Je me rappelle l'avoir vu. Faut vous dire que quand il y a eu Tough Enough, pas la toute dernière, hein, vraiment celle d'avant, qui a été gagnée par Andy Levine face à Luke Robinson, que j'avais regardé, c'est la seule. Alors que c'était la toute première éliminée, c'est la seule qui avait réussi à rester dans le roster, à intégrer la WWE. Dites-vous que quand elle était face à Stone Cold, elle a dit que son match préféré c'était Melina face à Alicia Fox. Son match de catch, hein. Parce que bon, Melina face à Alicia Fox, je me doute qu'il y a quand même un petit peu mieux que ce match-là. Bref, elle avait aucune capacité dans le ring. Elle avait un gimmick qui tenait pourtant pas mal la route, hein, la casse-couille. Ça lui allait très très bien d'ailleurs. Hein, faut pas se demander pourquoi. Mais voilà. Ensuite, Santino Marella. Bon, de toute façon, il avait arrêté le catch, il nous l'avait dit, il voulait se concentrer sur un rôle, un peu plus, pas administratif, mais genre manager général, ou ce genre de choses-là, ce qui aurait pu être intéressant, parce que Santino est quelqu'un que je trouve drôle sur le ring, et finalement, relâché de son contrat, donc c'est un peu dommage. Là où je vais gueuler, c'est que King Barrett, Wade Barrett a aussi été relâché, et ça, c'est une grosse perte. Parce que du talent sur le ring, parce que du talent au micro, un truc de fou. Il méritait vraiment plus, et c'est dommage, parce qu'il a vraiment les épaules de devenir un grand. Et je pense que les autres fédérations vont se jeter sur lui pour l'avoir, et la WWE risque de s'en mordre les doigts, et ça risque d'être la même chose avec Damien Sandow, qui a été relâché aussi. Alors, dans la quantité de talent qu'avait ce mec-là, c'est vraiment le plus gros gâchis pour moi, il y en a trois le troisième, je vais y venir, mais ça, c'est vraiment un gros gâchis, parce que King Barrett Damien Sandow avait vraiment énormément de choses pour lui. Au début, quand il avait son gimmick de sauveur intellectuel, et puis après la doublure du Miz, et puis son face turn qui a été malheureusement trop brusque,
il y avait énormément de choses à faire avec Damien Sandow. Et lui, c'est pareil. Le problème, c'est que il a été moins populaire que sur le long terme, je veux dire, que King Barrett. Mais c'est pareil, la WWE va s'en mordre les doigts. Donc voilà, moi ça me fout vraiment les boules. Quand il y a des catcheurs qui à côté ne foutent strictement rien ou enfin voilà, c'est le problème de la politique de la WWE. J'ai pas terminé. Ensuite, bah voilà, on arrive au troisième, ce qui selon moi est presque voilà le plus gros, les trois là. Donc il y avait King Barrett, Damien Sandow et Cody Rhodes. Donc faut savoir que voilà, il est fils de catcheur, fils de Hall of Famer de la WWE. Et la WWE l'a relâché. De toute façon, voilà, je vais pas dire que ça lui pendait au nez, mais la WWE a vraiment montré qu'il en avait rien à foutre de ce mec-là. Avec son gimmick de Stardust, ça ne tournait plus. Moi, je trouvais qu'il le faisait super bien, mais il lui mettait rien à faire avec. Et donc, c'est dommage. Il avait énormément de talent, ce gars-là. Il est bon au micro, il sait se vendre, il a un set move énorme. Et il y avait vraiment à faire avec lui. Et ça va être une grosse perte, donc ça me permet de rebondir que sa femme a été donc Eden Styles, donc qui est annonceuse de ring, qui a été relâchée hier, elle par conséquent. Mais voilà, Cody Rhodes, ça me fout vraiment les boules. Et puis encore une fois, Adam Rose, lui ça c'était le 23, donc c'était lundi, il a été relâché, Adam Rose, donc c'est pour ça qu'il n'était pas à Raw avec Curtis Axel, Bodal et Slater en tant que social outcast. Adam Rose, il a fait 1 an ou 2 dans le roster principal, il a rien fait, pas grand chose d'énorme, il a même pas été challenger pour un titre, il a eu un bout de gimmick avec où il était dans le bus avec tous ses fêtards, il a eu un match contre un lapin, mais encore du talent gâché quoi, donc ça me flingue. Je pense que je boirai un shotter de vodka à chaque fois que la WWE laisse partir une de ses superstars, mais si je le fais, vous risquez pas de me revoir de sitôt dans un très bon état. Voilà, j'en ai terminé avec tout ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne la suite des événements. Je ferai certainement une vidéo de prédiction pour Money in the Bank une fois que tout sera mis en place. Par contre, il n'y aura pas de vidéo de résultats, ça j'en suis sûr, parce que je ne verrai pas le show, parce que je serai là-bas. Donc je verrai un maximum de groupes, et vu que j'y suis pour les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, et que je reviendrai certainement lundi dans la soirée, je vais pas me farcir 4 heures de show plus Raw, sachant que j'aurai certainement soit envie de dormir, soit du travail. Donc voilà, désolé, mais je serai au Hellfest, et la musique est ma priorité avant tout le reste. Je vous laisse avec Hate by Design de Killswitch Engage, pardon. Et puis laissez un commentaire, n'hésitez pas à liker la page, à partager, à vous abonner, à faire tout ce que vous voulez. De toute façon, c'est gratuit, on est là pour parler de catch et moi j'adore ça. Merci à tous, à tout bientôt, bonne bourre, bonne soirée, bisous et ciao ciao.